Je m'appelle François-Xavier Dugripon, j'ai travaillé pour Engie et Soven qui a été mentionné, notamment j'ai structuré les approvisionnements bois-énergie de cette entité. Je suis aussi administrateur de FCBA, que certains d'entre vous connaissent sans doute, le Centre de transfert de technologie de la forêt. On parle de bois-énergie et je pense que ce serait utile pour nous tous de partager quelques-uns des éléments clés de l'environnement énergétique actuel. On parle beaucoup de transition énergétique. Alors c'est un mot valise dans lequel on met beaucoup de choses et que je voudrais illustrer par un certain nombre de réalités économiques. On avait la question du gazogène. Alors on parle en fait d'une technologie de gazéification qui est souvent d'ailleurs médiatisée en ce moment. Là encore, la question qui se pose n'est pas d'abord une question technologique, ça va être d'abord une question économique. Et je voudrais remettre ce sujet en perspective. Quand on vend du bois énergie, quelle valeur ça a par rapport aux autres énergies? C'est le sujet qu'on va regarder. Alors, le monde de l'énergie est bousculé aujourd'hui, et je vais l'illustrer par 4 points. Le premier sujet va être l'abondance des ressources fossiles. On nous explique toujours qu'un jour il n'y aura pas de pétrole. Oui, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le deuxième point, c'est la baisse du prix du gaz. Et il faut avoir aussi cet élément en tête, consécutif notamment au premier point, mais pas seulement, on y reviendra. Le troisième point, c'est ce qui se passe sur les marchés de l'électricité. On a une baisse très rapide et très forte des coûts de production de l'électricité. Et on regardera aussi ce qu'il en est du prix. Parce qu'il s'agit de bien différencier le coût et le prix. Fort de ces éléments, on parlera ensuite des défis que ça pose pour le bois énergie, mais parlons un peu d'énergie. Alors, on nous explique qu'on va manquer de pétrole, sauf que sur les 20 dernières années, les réserves prouvées de pétrole, elles ont augmenté de 50%. On n'a jamais, si on regarde le ratio réserve sur production, ce calcul en 2017 n'a jamais été aussi élevé de toute l'histoire de l'humanité. Donc oui, un jour on manquera de pétrole, mais la réalité ici et maintenant, c'est qu'on n'en a jamais connu autant par rapport à nos besoins. Qui plus est, si vous regardez ces 3 diagrammes du haut sur le pétrole, vous regardez que la situation géopolitique mondiale, elle a fondamentalement changé sur les 10 dernières années. Il y a 20 ans, 70% des réserves connues étaient dans les pays arabes. C'est plus vrai. On est à moins de 50% aujourd'hui. Les Américains sont devenus autosuffisants quasiment en pétrole. Les pays, là vous voyez le vert foncé, alors le vert c'est malheureusement pas l'Europe, l'endroit où on a beaucoup trouvé de pétrole sur les 10 dernières années, c'est en Amérique du Sud. L'actualité politique du Brésil n'est probablement pas sans lien avec le fait que le Brésil soit devenu un des pays dans lequel les ressources de pétrole connues sont aujourd'hui les plus élevées. Je ne parle pas du Venezuela, qui est le pays qui a le plus de réserves de pétrole au monde. Donc première idée, on n'a jamais eu autant de pétrole connu avec nous. Deuxième idée, ça a été la même chose pour le gaz. Alors on parle des pétroles de schiste, des gaz de schiste. Aux États-Unis, pareil, les États-Unis deviennent exportateurs de gaz. C'était inimaginable il y a 10 ans. Alors le sujet du gaz est quand même resté plus stable dans la répartition des ressources. On a toujours 3 pays qui se partagent 75% des ressources connues, l'Iran, le Qatar et la Russie. Pour autant, on est sur une même perspective d'avoir des ressources qui se sont accrues plus vite que le rythme de consommation qu'on pouvait avoir. Donc ayons bien en tête que, oui, un jour, il n'y aura plus de pétrole et plus de gaz, mais aujourd'hui, on en a largement assez. Conséquence, on a eu un bouleversement sur la mécanique des prix du gaz. Alors pourquoi je parle des prix du gaz? Parce que vous savez bien quand on vend du bois énergie qu'on est directement en concurrence avec le gaz. Donc de comprendre un peu comment évolue le marché du gaz, c'est utile si vous voulez vendre du bois énergie. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché du gaz? On a en fait 3 marchés
qui ne sont pas reliés mécaniquement. Il y a le marché américain, le marché asiatique et le marché européen. Et transporter du gaz, c'est très cher, donc connecter ces marchés-là, c'est pratiquement très difficile avec le gaz. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à 2010, grosso modo? Ces trois marchés étaient à peu près accrochés en termes de prix, et ils étaient corrélés au pétrole. Pourquoi ils étaient corrélés au pétrole? C'est très simple. Le gaz se développait en compétition avec le fioul, et donc les gaziers faisaient un calcul de dire « moi je vais vous vendre du gaz 10% moins cher que le fioul ». Donc je fais le calcul de mon coût de production, le distributeur se met d'accord avec le producteur, on se met d'accord pour 20 ans, et on fait varier le prix du gaz au prorata de la façon de laquelle le fioul varie. Bouleversement en 2010, conséquence de deux éléments. Premier élément, une crise mondiale majeure, baisse de 20% de la consommation en l'espace d'une année, notamment du fait des industriels. Et puis, les Américains arrivent à un palier sur une production de gaz de schiste qui fait qu'ils deviennent quasiment autonomes en gaz. Et donc, les gaziers se sont retrouvés dans une situation où ils avaient simultanément une forte baisse de leur demande et des afflux de volume sur le marché. Et donc, mécaniquement, le marché du court terme, du spot, a mis des volumes très importants à disposition qui sont venus, en fait, détruire les marchés historiques de long terme qui étaient fondés sur le pétrole. Conséquence, vous voyez la courbe verte, le prix du gaz aux États-Unis s'est écroulé. Et comme les volumes de gaz produits aux États-Unis ont continué de croître, qu'on avait aussi des volumes supplémentaires en Europe, on voit un prix du gaz qui s'est mis à varier indépendamment sur ces trois marchés. Vous voyez le marché asiatique, lui, qui a été perturbé par Fukushima, avec une consommation de gaz qui s'est fortement accrue pour pallier à l'arrêt des centrales nucléaires. Ce qu'on peut imaginer, c'est que maintenant que les États-Unis deviennent exportateurs de gaz, on pourrait voir reconverger ces marchés-là, avec du transport de GNL, vers un prix qui sera, lui, complètement indépendant du pétrole et probablement tiré par le prix bas du marché américain. Le gaz aux États-Unis est 3 fois moins cher qu'en Europe. Donc, première idée, on a aujourd'hui une abondance de ressources fossiles. Deuxième idée, le gaz est devenu indépendant en prix du pétrole, et le marché mondial est tiré par un marché américain qui est surabondant en gaz, et donc qui a un prix bas. En même temps, on est dans une révolution industrielle quant au coût de production du photovoltaïque. Alors c'est une courbe un petit peu complexe, je m'excuse. Alors c'est un graphe en logarithme. Donc vous voyez les abscisses qui sont multipliées par 10 de case en case, et les ordonnées, et les abscisses aussi. En ordonnée, on a le prix des panneaux photovoltaïques, en dollars par mégawatt. En abscisse, on a la quantité en gigawatts de panneaux photovoltaïques qu'on a installés, et on représente sur la courbe les années auxquelles on voit progresser la situation. Eh bien, on voit sur ce graphe logarithmique, on a une courbe à peu près droite, et pour faire simple, le prix du photovoltaïque est divisé par 3 tous les 5 ans. Il y a 20 ans, j'étais opérateur de réseau dans la Sarthe pour EDF, GDF Service. On avait raccordé une ferme qui était à 500 mètres du réseau parce que c'était moins cher de mettre du photovoltaïque dans la ferme que de tirer du réseau. Ça coûtait 600 € du mégawatt. Aujourd'hui, on est à 60 € du mégawatt. Produit avec le photovoltaïque. 60 € du mégawattheure. On a divisé par 10 en 20 ans. On est aujourd'hui sur des coûts de production de l'énergie photovoltaïque qui sont inférieurs à l'énergie que je vais acheter sur le réseau. Et ça va continuer. Ça veut dire que si je me projette à 5, 10, 15 ans, on va vers une électricité abondante et bon marché, sans subvention. En même temps, graphe de gauche, c'est le prix de l'éolien. L'éolien offshore, parce qu'on était d'abord en onshore, mais l'éolien sur Terre pose quand même des problèmes d'acceptabilité, donc on s'est mis à le mettre en mer. En mer, on a des coûts qui augmentaient.
Parce que plus on va loin, plus c'est coûteux à raccorder, plus c'est complexe à, je dirais, ancrer au sol, etc. Ce mouvement s'est inversé. On est aujourd'hui sur des coûts de production éoliens offshore qui sont eux aussi autour de 60 € du mégawattheure. En même temps, parce que vous allez me dire, oui, mais le bois, c'est quand même bien mieux. On peut le brûler quand on veut, alors que le photovoltaïque, l'éolien, il faudra qu'il y ait du soleil. Sauf que là, sur les 10 dernières années, le prix de stockage de l'électricité avec les batteries, vous voyez la courbe de droite, il a été divisé par quasiment 10. Là, on n'est pas sur une révolution technologique, on est sur de l'industrialisation. Vous avez des acteurs comme Tesla qui font des méga usines de batteries et qui réduisent très très fortement les coûts de production de ces instruments-là. Autrement dit, l'électricité intermittente solaire photovoltaïque, son coût de production est en train de baisser très rapidement, et la problématique du stockage, elle est en train d'être traitée par le fait que ce prix des batteries est en train de baisser lui aussi très rapidement. Alors, vous me dites, oui, mais moi, je n'ai pas vu mon électricité baisser. Ben, vous avez raison. Là, je vous montre le graphe du prix de l'électricité pour un particulier en Europe. Donc, on varie d'un facteur 1 à 3. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix de marché, quel est le coût de production de l'électricité sur ces différents marchés. On se balade entre 50 et 60, 70 € du mégawattheure. C'est logique. C'est le prix marginal du dernier moyen que vous allez mettre en œuvre qui fait ce coût-là. Et on a de plus en plus de renouvelables qui est venu dans nos marchés européens. Donc le coût sur le marché, il est autour de 50, 60 € du mégawattheure. Il faut rajouter des coûts de distribution. Et puis vous allez rajouter ce qui est en rouge. En rouge, c'est les taxes. Parce que quand on fait, notamment comme les Allemands ou les Danois, on a une politique extrêmement, je dirais, favorable aux énergies renouvelables. On a mis des subventions dans les années 95-2000 pour pouvoir favoriser ce démarrage où, vous vous souvenez, les coûts étaient élevés. Et donc les Allemands aujourd'hui, sur la facture d'électricité, la moitié c'est les taxes. Leur facture d'électricité a doublé sur les 10 dernières années. Donc ne confondons pas le prix de l'électricité que vous comme moi nous voyons tous les jours qui augmente et qui va continuer d'augmenter parce que les subventions qui sont attribuées aux énergies décentralisées, aux énergies renouvelables sont en croissance et c'est un effet cumulatif. Tout ce qu'on a donné pour 10 ou 15 ans, il va falloir continuer de le payer pour les 10 ou 15 ans qui viennent. Donc notre prix facial, celui qu'on constate, il est élevé, mais pour autant le coût de l'énergie brute qui est derrière, il est en train de baisser. Et ça pose un problème de compétitivité majeur pour le bois énergie, évidemment. Alors, justement, quel défi pour le bois énergie dans un contexte qui est, en termes de valeur, de plus en plus difficile? Alors, le bois énergie, il dit, mais moi, j'ai un super atout, c'est le carbone. Parce que je peux stocker du carbone, parce que je suis carbone neutre, et donc je devrais, moi, avoir finalement une sorte de premium lié à ma valeur sur le climat. Sauf que, alors là, je vous ai mis 3 courbes. Les 2 courbes du haut vous indiquent que vaut le carbone sur les marchés. Et donc au niveau de l'Union européenne, c'est un fiasco majeur. C'est un fiasco majeur. Alors on est parti avec des prix de carbone qui étaient entre 20 et 30 € la tonne quand ça a été lancé en 2005. Et puis pas de bol, on a eu, encore une fois, cette crise économique que personne n'avait anticipée dans cette ampleur-là en 2009-2010. Et on n'a toujours pas aujourd'hui le niveau de production industrielle qu'on avait avant la crise. Autant dire que les quotas qu'on a attribués à tout le monde pour démarrer, on ne les a toujours pas consommés. Et donc évidemment, ce marché de carbone dans lequel on donnait des quotas au départ et il baissait peu à peu, mais comme la production a baissé plus vite que les économies qu'on pouvait faire, il n'a jamais marché. Alors on arrive à la fin de cette période et on voit là depuis 6 mois que les prix ont remonté, avec un peu de spéculation des différents acteurs de marché qui disent « bon mais là on arrive à la fin et ces quotas vont enfin avoir une valeur ». Et donc on voit le prix du carbone qui remonte sur le marché, mais enfin ça n'a pas marché pendant 15 ans. Donc cet espoir de « j'ai un prix sur le carbone qui va venir finalement donner de la compétitivité à mon énergie bois », ça n'a pas marché. Quelques ordres de grandeur, vous voyez sur le marché, on se balade entre 5 et 20 € la tonne. La taxe carbone, on est déjà à 35. On nous parlait de 100 € la tonne à l'horizon 2023, si je ne me trompe pas. 86 en 2023, si je ne me trompe pas. Donc, avec une ampleur qui allait peser sur les particuliers,
dans un facteur 2 à 3 de ce qui pèse sur les marchés aujourd'hui, pour remettre les choses en perspective. En bas à droite, c'est la taxe carbone, donc cette taxe qui s'applique sur les particuliers, dans quelques pays de la planète. Alors les champions du monde sont les Suédois, ils sont déjà à 100 € la tonne. On a ensuite les Suisses, les Finlandais. La France était à 20, elle est passée à 30 et on est dans les premiers mondiaux sur cette taxation du carbone. Taxation du carbone qui ne donne pas un avantage du coup immédiat au bois énergie, on l'a vu, puisque le prix des concurrents, lui, décroît très très rapidement. Donc, ayons en tête que ce sujet carbone n'est pas l'Eldorado attendu pour redonner la compétitivité au bois vis-à-vis des alternatives fossiles. On a évoqué le sujet de la qualité de l'air. C'est un sujet très problématique pour le bois. Je vous ai mis des vieux graphes, vous voyez encore Elio sur les vieux graphes du haut, et on retrouve les ordres de grandeur qui ont été présentés au début. Hein. On a effectivement des facteurs d'émission qui sont très problématiques sur l'usage bois-bûche et mieux maîtrisés dans les chaufferies industrielles. Mais la conséquence, et en dessous je vous montre ce graphe du CITEPA qui fait un peu autorité sur ces problématiques de qualité de l'air. Un pic de pollution atmosphérique à Paris en hiver, il est causé à plus de 30%, 28% par le chauffage résidentiel, et ça c'est 90% du bois. Les transports, c'est que 20%. 30%, c'est les effets secondaires des particules qui se recombinent entre elles. Autrement dit, si vous êtes le ministre de l'Environnement ou le préfet d'Île-de-France et que vous voulez agir sur la qualité de l'air en Île-de-France, votre premier sujet, c'est le bois-bûche. Bon, et puis le bois énergie a quand même de nombreux défis. Alors, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez en tête ce qui s'est passé au Canada dans les années 2000. Un essayiste un chansonnier a fait un film qui a eu un succès redoutable, qui s'appelait L'horreur boréale. Il est allé filmer des coupes de bois que faisaient les papiers. Donc vous imaginez, on est au Canada, des forêts industrielles, des coupes à blanc sur des dizaines et des dizaines d'hectares. Et donc, choc majeur dans l'opinion publique canadienne. Résultat, la production de bois s'est écroulée, tout bois confondu, hein, bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. Dans les forêts privées, on a divisé par 2, dans les forêts publiques, on a divisé par 3 en l'espace de 3-4 ans. L'Université de Laval, qui formait plus de 50 ingénieurs bois par an, elle en a péniblement 2 ou 3 aujourd'hui par an. Ils s'en sont pas remis. On a, nous, en France, un défi connu, c'est que la récolte de bois, les rapports s'empilent et s'enchaînent depuis des décennies, elle est très stable. L'AMI Dynamique Bois, qui était une initiative très très positive entre l'ADEME, le ministère de l'Environnement, ça a modestement stimulé la récolte. On est sur quelque chose de très très stable. Et donc si vraiment on voulait mobiliser davantage de ressources, que ce soit pour la chimie, l'énergie, que sais-je, on ne sait juste pas aujourd'hui agir sur le volume mobilisé. Donc ça c'est un défi, on n'a pas une manette simple qui nous permettrait d'aller stimuler la mobilisation de la ressource. En parallèle, j'ai mis un petit graphe là. Les différents pays de l'Union européenne se sont engagés en 2009 dans la directive renouvelable pour dire on va avoir davantage d'énergie renouvelable. Et bien sûr, le bois compte. Bien sûr, je vais le commenter dans un instant, mais bien sûr, le bois compte pour les énergies renouvelables. Et tous ont dit on va augmenter le volume de bois qu'on va mobiliser pour faire des énergies renouvelables. Sauf que tous n'ont pas des ressources supplémentaires disponibles, tiens, à commencer par la France. Et quand on fait une petite addition de mais quelles ressources disponibles vous avez et quel engagement vous aviez pris en 2009 pour 2020 de bois supplémentaire, le déficit au niveau de l'Union européenne, c'est 100 millions de tonnes. Ça veut dire qu'il faudrait que l'Union européenne importe 100 millions de tonnes de plus que ce qu'elle sait mobiliser entre 2010 et 2020 pour atteindre les objectifs renouvelables qu'elles se sont donnés. On voit bien là tous les défis et les problèmes de cohérence que pose l'acceptabilité par l'opinion, qui est très fragile,
que pose la réalité de la mobilisation de la ressource et que posent les défis ou les enjeux que les gouvernements se fixent. Alors, je disais, bien sûr, renouvelable. La deuxième directive renouvelable, puisque l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'on fait après 2020, qu'est-ce qu'on fait à l'horizon 2030. Donc vous avez peut-être suivi des débats entre la Commission européenne, le Parlement, pour dire est-ce qu'on fait 30%, 40% de renouvelables à l'horizon 2030, etc. Donc cette directive a été validée l'année dernière. Elle a été attaquée la semaine dernière par des associations environnementales qui dénoncent le fait que le bois soit considéré comme renouvelable et pris en compte dans les hypothèses d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Donc, une contestation environnementale et sociale des éléments positifs renouvelables du bois qui s'intensifie. Alors, dans ce contexte d'une valeur des énergies alternatives qui baisse et des défis pour le bois en général qui s'accroissent, quelle perspective on peut imaginer et quelle perspective positive j'ai envie de rechercher pour le bois énergie. Alors, avant de rentrer dans le positif, quand même un ordre de grandeur. Moi, j'aime bien avoir quelques ordres de grandeur. Au fond, imaginons par un coup de baguette magique qu'on puisse s'appuyer massivement sur l'énergie bois. Ça ferait quoi ? Alors là, je cite quelques exemples. Si je comparais ça au réacteur de la centrale de Gravelines, je mentionne évidemment le sujet de Gardanne, qui est un sujet qui défraye l'actualité depuis plusieurs années. La centrale de Gardanne, c'est une des 4 dernières centrales charbon en France. Qu'il s'agissait de convertir à la biomasse, ça veut dire remplacer un réacteur charbon par 800 000 tonnes de bois par an. Elle n'a toujours pas démarré 5 ans après parce que, pour tout un tas de raisons... Tu reviendras aussi sur Gardanne. Bon, mais encore une fois, l'idée à retenir, c'est ça. C'est imaginons qu'on utilise instantanément demain matin tout le bois qu'on coupe tous les ans en France pour faire de l'énergie. Ça ferait, grosso modo, 17-15% de l'énergie qu'on consomme en France. Donc, ne rêvons pas, le bois va rester un atout, un élément du mix énergétique, mais n'est certainement pas la solution. Alors avec du gazogène, avec je sais pas, quelle que soit la technologie qu'on mettra derrière, ça restera un élément modeste de notre consommation d'énergie des années à venir. Pour autant, la valorisation énergétique du bois a des grands atouts pour la forêt. D'abord, je vous montre cette carte où on voit les différentes chaufferies bois en France. On est un petit millier, comme vous l'indiquiez. Elles ont un gros avantage, elles sont réparties à peu près partout sur le territoire. On est sur du décentralisé. Où que soit votre forêt, on va trouver à proximité une chaudière ou un usage énergétique. Donc, pour la forêt, le grand atout, c'est qu'à contrario d'une papeterie, d'une usine de panneaux où il y en a une grosse dizaine en France pour chacun des 2 sortes, là, on a à proximité un usage. Deuxième intérêt pour la filière forêt-bois et pour la forêt, c'est que les énergéticiens, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils raisonnent long terme. Et ce que nous avons apporté dans la filière sur les 10 dernières années, c'est de la contractualisation. C'est de la visibilité sur les volumes qu'on est capable de mobiliser. Et on voit là, j'ai mis les indices de prix qui n'existaient pas il y a 10 ans. On a créé des indices de marché qui sont des outils indispensables. Comment faire un contrat de durée si vous n'avez pas d'indice ? Je parle dans le vide. Donc on a créé des indices, on a mis en place des contrats de long terme, et ce faisant, on a une vision qui est proche de celle du forestier, qui résonne 20, 30, 40, 50 ans, plus pour certains. Donc le bois énergie est un atout pour la forêt, pas seulement parce que c'est l'épluchure de la pomme de terre, mais aussi parce qu'il permet d'avoir un usage local, et parce qu'il donne de la visibilité sur les volumes et sur les prix. Dernier élément, et au fond mon message, c'est on ne va pas travailler, on ne va pas pouvoir améliorer la valeur. La valeur, elle est faite par les énergies fossiles qui vont rester dominantes en volume pour les années qui viennent, c'est une réalité. Et donc, à défaut de pouvoir agir sur la valeur, agissons sur le coût. Or, quand on regarde l'équation de coût d'une chaudière gaz ou d'une chaudière bois, se pose de la manière suivante.
Si j'ai une chaudière gaz, 80% de mon coût, c'est le prix du gaz. Autrement dit, une toute petite variation du prix du gaz, elle impacte directement la rentabilité de ma chaudière. Pour le prix du bois, comme on l'indiquait tout à l'heure, la variabilité des prix est quand même plus faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est quand même plus faible. Et en plus, elle est très modeste. C'est-à-dire que la part du combustible, c'est que 20% de mon coût global. Donc même si mon combustible il augmente de quelques pourcents, ça n'impacte pas aussi significativement que ça le serait pour une chaudière gaz le prix final. Pour autant, et c'est ce qu'on voit là, l'inconvénient de ma chaudière bois, c'est que les coûts d'exploitation sont plus élevés. Alors, toutes les problématiques de qualité, d'approvisionnement que vous connaissez bien pour en entendre parler régulièrement. Et puis, il y a tous ces coûts, quand on regarde un peu ce qu'il y a dans le combustible, on a 30% de transport, on a 25% de conditionnement de manutention, on a des enjeux de logistique qui sont majeurs. C'est-à-dire que moi, le prix payé au propriétaire à la fin, et vous le connaissez bien, c'est un tout petit bout de ce qui va faire le prix final de la chaleur. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et donc le sujet, c'est bien des enjeux de logistique, d'industrialisation de la mobilisation, de standardisation des produits qu'on utilise. C'est ça le sujet. Ne nous trompons pas de sujet. Accessoirement, et là je mentionne la Finlande a lancé un plan très volontariste sur la bioéconomie il y a 3 ans. Et effectivement, la forêt est un atout majeur de ce pays. Ils n'ont pas dit on va subventionner les plantations. C'est venu à l'idée de personne. En Finlande, vous coupez un arbre, vous en plantez 2, c'est la loi. En revanche, ce qu'ils ont dit, c'est on va subventionner massivement les routes. On va subventionner massivement les places de dépôt. Parce que ça, c'est des éléments qui vont faire que tous les acteurs de la filière vont en bénéficier, que ce soit le propriétaire qui aura des coûts d'exploitation plus faibles, ou que ce soit l'industriel qui aura lui aussi des prix de mobilisation réduits. Et puis, le sujet de l'investissement pour les machines, la formation des ETF, est majeur. La Finlande, ils ont une industrie de la mobilisation du bois. Pas nous. Ça reste, vous le connaissez bien, pour faire des travaux forestiers, des acteurs de taille modeste, avec des parcs de machines réduits. Et pourquoi ? Parce qu'on a une forêt morcelée, parce qu'on a des acteurs dispersés. Et d'où des enjeux majeurs de mutualisation, non pas de la propriété, on y sera encore dans 150 ans, mais de la gestion. Alors c'est le mouvement des coopératives qui a des atouts, des limites, c'est le mouvement des JF qui a du mal à émerger, mais qui, à mon sens, mais c'est une vision personnelle, est un atout indispensable pour regrouper la gestion et aller vers une gestion avec des coûts optimisés de mobilisation. Alors, pour conclure mon message, 2 idées. Déjà une réalité, la valorisation énergétique seule du bois ne suffira pas, alors je ne dirais pas pour toujours, mais en tout cas pas à vue d'homme, pour valoriser une forêt. Ne rêvons pas, et les tendances sur les coûts de l'énergie ne sont pas à la hausse. Et donc, il y a deux solutions à cette équation. La première, elle est d'additionner de la valeur, donc d'aller trouver, donc il y a des valeurs faciles, connues, bien sûr, c'est d'aller faire du bois d'œuvre, en plus, et toujours, je dirais, quand on fait une coupe. Et puis, on va avoir des valorisations plus innovantes, alors peut-être un jour du stockage de CO2, mais ces mécanismes-là n'existent pas encore aujourd'hui de façon, je dirais, facile et avec des valeurs suffisantes. Il y a des sujets dans le sud de protection incendie, il y a des sujets d'élagage de réseau, quand vous êtes EDF, quand vous êtes la SNCF, donc il y a des enjeux entre guillemets sanitaires sur la forêt, il y a des sujets de tenue de sol, enfin il y a un certain nombre de flux de revenus qu'il faut imaginer, au-delà des revenus classiques, qui sont nécessaires pour pouvoir améliorer, je dirais, le côté revenu de l'équation. Et puis de l'autre côté, ne négligeons pas le côté coût, et alors, FCBA fait une petite étude, on a quand même dans la surréglementation française, donc il y avait des sénateurs qui étaient parmi nous tout à l'heure, ce message mérite d'être martelé, rappelé, on surréglemente, et c'est vrai aussi dans la forêt, et ça génère des surcoûts sur les travaux qui sont de l'ordre de 20%. Et donc ça, c'est des économies qu'on pourrait faire si on s'attelait raisonnablement à ce sujet.
La mutualisation des travaux, bah ça oui, on a une forêt morcelée, mais ça nous semble, les Finlandais aussi, hein, je veux dire, et ça ne les empêche pas d'avoir une exploitation industrielle de la forêt, bien que la propriété soit morcelée. Donc ne nous flagellons pas avec ce sujet, ce n'est pas le problème. Le sujet, c'est comment on regroupe les différents acteurs pour qu'ils puissent mutualiser leurs opérations de gestion et d'intervention dans la forêt. Et puis, dernier axe, c'est ne nous trompons pas dans les aides, hein, le FFN c'était très bien, mais est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que le sujet, il n'est pas dans, je dirais, du financement public, d'infrastructures qui permettent de minimiser globalement le coût d'exploitation de notre forêt? Merci à vous.